Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouvel épisode de Parlons de votre mental avec comme invité Sarah Saidi. Salut Sarah. Salut Sébastien, comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien, j'ai passé des bonnes fêtes et je suis très content de pouvoir t'inviter à nous parler de ton mental. Donc Sarah, tu as un parcours plutôt dans la finance au départ et tu as choisi de te reconvertir, donc tu as tout lâché et du coup on va pouvoir un petit peu en échanger parce que ça demande une grande force mentale de pouvoir à un moment donné tout plaquer et se libérer entre guillemets de ces chaînes et de ce qu'on n'a plus envie de faire et de se lancer dans une nouvelle aventure qui nous inspire. Merci à toi Sébastien de m'inviter sur ton podcast, je suis vraiment ravie. Alors moi je serais un peu plus tempérée, en fait je me considère plus en transition qu'en réelle reconversion parce que je pars du principe qu'on n'efface pas le passé, on rajoute simplement des briques. Et cette fois-ci j'ai rajouté une brique différente effectivement à mon évolution professionnelle. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que quand on se lance et qu'on a fait de la finance, au moins tu sauras faire ton business plan. Exactement. C'est rigolo. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite. Je pense que quand on essaye de se lancer en étant assez carré et en essayant de sécuriser le maximum de choses, on se dit bon, allez, je vais ouvrir un tableur Excel et puis après je vais démarrer. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est toute autre chose. Bon, Sarah, avant de te présenter, ce qu'on va faire, c'est comme dans chaque épisode, je vais te proposer un portrait chinois et si t'es OK, on y va tout de suite. Oui, je suis OK. Alors Sarah, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle ? Le vert. Le vert parce que ça m'inspire la sérénité, l'équilibre, la nature. Si tu devais emporter un livre avec toi, mais tu n'as qu'un seul livre à prendre, lequel tu prends ? Je prends Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Le titre exact, c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Ça t'inspire ? Bah oui. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il casse complètement les codes en nous proposant d'arrêter de méditer, d'arrêter d'être parfait, d'arrêter d'être conscient, d'arrêter d'être passif. Et en fait, j'adore tout ce qui est décomplexant et dédramatisant. Ça me parle beaucoup. Si tu choisis une fleur, tu choisis laquelle ? Je choisis l'orchidée parce que c'est une fleur d'intérieur. Bon, avis aux amateurs qui voudront offrir des orchidées. Un objet, tu prends lequel ? Un objet. Je suis en train de jouer avec mes AirPods, donc je pense que tout de suite c'est ce qui me vient à l'esprit. Et c'est surtout que, en fait, cette année, je me suis rendu compte que j'ai écouté énormément de podcasts, énormément d'émissions, énormément de musique. Tout ça pour être en pleine immersion et aussi ça m'a aidé à pas mal booster mon mental. Donc je dirais mes écouteurs. Bon, c'est un bon objet ça, les écouteurs. Et c'est à la mode puisque maintenant ça sert presque parfois de boucle d'oreille, on dirait. Bah oui, on dirait. Une innovation inspirante. Internet. Sans le digital, je pense que je me serais développée beaucoup moins vite. Et du coup, ça m'a ouvert un horizon illimité. C'est juste impressionnant, magnifique. Merci aux créateurs d'Internet. Merci à lui aussi. Autrement, on pourrait pas faire ce podcast ce soir. Exactement, en plus. Si tu choisis une planète, tu choisis laquelle ? La Terre. Parce que c'est la plus colorée. Le moment de la journée que tu préfères ? Le soir. Quand... Même, je dirais même plus que le soir, la nuit, quand tout est calme. Je suis pas du tout du matin et moi, toute l'inspiration, la créativité me vient la nuit. Ouais, c'est souvent le cas pour plein de personnes. C'est souvent la nuit que les choses se créent. Une qualité.
Une qualité, la persévérance. Je pense que quand j'ai une idée en tête, je fais tout pour la mettre en place et pour cela, il en faut. Un mot qui te caractérise. Ambitieuse. J'ai envie de réussir et c'est pour cela d'ailleurs que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais envie d'aller à ma propre vitesse et prendre mes propres décisions selon ce dont j'ai envie. Bon, après, avec ton parcours que tu nous expliqueras tout à l'heure, je crois que tu es un peu programmé à réussir, non? Ouf! Alors ça, c'est une belle question d'un préparateur mental. Programmé à réussir. Très honnêtement, je pense que l'éducation nationale a fait son job et à mon avis, oui, il y a eu de la programmation derrière, mais c'est plutôt une force. Je le vois pas négativement en tout cas. Une petite dernière. Si tu devais choisir une saison de l'année. Incontestablement l'été. C'est la saison où tout refleurit, tout le monde est gai, ça rayonne de partout et j'ai l'impression que le moral remonte. Puis je suis très solaire, donc j'adore l'été. Ouais, puis en ce moment, on va pas dire que le soleil est au rendez-vous sur Paris. Clairement. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit portrait cauchinois, qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Qu'est-ce qu'il m'inspire? Alors, il m'inspire énormément il m'inspire énormément de choses. Disons que c'est un parcours tout tracé, mais pour autant très sinueux. Et c'est ça qui est assez original, je trouve. C'est qu'il est tout tracé dans le sens où j'ai toujours visé un objectif précis avec une bonne feuille de route. Je savais exactement où est-ce que je voulais aller, mais en fait, finalement, j'ai tous les 2 ans changé de poste ou changé d'orientation et à côté, j'ai fait énormément de choses. Donc, je dirais, ouais, voilà, c'est un équilibre c'est un déséquilibre dans l'équilibre. Tu nous parles de poste, t'as fait quoi exactement comme job? J'ai commencé dans la banque, j'ai travaillé sur des fonctions de contrôle, ce qu'on appelle communément l'inspection ou l'audit interne. Puis j'ai travaillé pour une start-up en développement de partenariat. Puis j'ai rejoint à nouveau le secteur de la banque assurance où j'ai travaillé pour des projets sur du conseil interne. Donc 3 métiers. Alors pour les personnes qui ne viennent pas du tout du monde de la finance, on a l'impression que c'est la même chose. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont du domaine, ce sont clairement 3 postes très différents. Le premier est très dans le contrôle, très exigeant. Le deuxième est plus dans le développement commercial. Et le troisième, il est beaucoup plus dans la communication et l'organisation. Donc avec tout ça, je me suis dit, what's next? Et là, on arrive à la transition que j'ai vécue cette année et qui a mis à rude épreuve mon mental, parce que passer le cap de l'entrepreneuriat nécessite, comme tu l'as dit tout à l'heure, une sacrée préparation mentale. Bah oui, pour changer, en tout cas de ce que tu faisais à ce que tu vas nous expliquer, ce que tu fais maintenant, il faut quand même, j'ai envie de te dire, avoir beaucoup travaillé sur soi pour pouvoir, en tout cas, se lancer. Donc, je pense que tout le monde est très curieux de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Je rebondis juste avant je vais pas faire durer longtemps le suspense, mais il faut commencer même par travailler sur soi avant de se lancer. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est très à la mode et parce que justement c'est un phénomène de mode, ça peut attirer beaucoup de personnes. Mais si instinctivement, si vraiment au plus profond de nos tripes, on n'est pas convaincu que c'est la bonne voie pour nous, c'est une voie qui est difficile. Et pour être entrepreneur, il faut pouvoir aussi tenir sur le long terme. Du coup, aujourd'hui, j'ai quitté le mode très structuré de la banque finance et j'aide les personnes que j'accompagne, des personnes ambitieuses, à réussir leur transition stratégique. Donc, j'accompagne les personnes au niveau du mental et au niveau du corps pour installer un équilibre qui favorise l'atteinte de leurs objectifs. Autrement dit, je m'oriente davantage vers l'accompagnement et j'ai ajouté à mes compétences la casquette de sophrologue qui me permet d'amener des outils beaucoup plus tournés vers l'introspection et l'écoute de soi. Alors tu parles de sophrologie, c'est quoi exactement ?
Ah oui, c'est vrai, mais j'ai vu une statistique qui est très intéressante. 90% des personnes connaissent le mot, mais 10 personnes savent vraiment ce que c'est. Du coup, je me suis dit, j'ai ajouté ça, mais vraiment à ma to-do. Je me suis dit, mais il faut que je démocratise, en fait. Il faut que j'en parle tout simplement. Donc, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. C'est l'harmonisation, l'alignement du corps et du mental. C'est-à-dire que dans une société qui est très occidentalisée et très tournée vers la performance, on a souvent tendance à croire que le mental est plus fort que tout et que le mental peut vraiment diriger le corps, alors qu'en réalité, le corps, c'est la vérité. Et quand le corps n'en peut plus, ou que le corps s'arrête, ou que le corps décide, le mental, au bout d'un moment, atteint ses limites, même si tu as beau le repousser à travers les meilleures techniques, mais ça, c'est pas pour te challenger, Sébastien. En tout cas, la sophrologie permet d'apprendre à s'écouter, permet de renouer avec ses ressentis. Et une fois que tu sais t'écouter, et ça c'est la clé, tu peux aller encore plus loin au niveau du mental. Pas encore plus loin en mode bourrin, je vais y arriver à n'importe quel prix. Non, mais en mode je suis motivée, je sais où je vais, et à travers mes différentes visualisations, je sais que je vais atteindre mon objectif en mettant toutes les chances de mon côté. Donc j'aide les personnes à reconnecter leur mental avec le corps, à prendre conscience de leurs capacités et ensuite de se développer en fonction de leurs différents projets et de leurs objectifs. Et pour aller encore plus loin, puisque du coup j'ai mon passé aussi de consultante et j'ai toujours donné en fait des cours particuliers en parallèle de mes professions. Tout à l'heure, quand tu as dit reconversion et que j'ai parlé de transition, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, je considère pas que j'efface complètement mes métiers passés, mais j'apporte toujours beaucoup de pédagogie dans mes accompagnements. Donc, j'apprends aussi aux personnes à être complètement autonomes et à pouvoir elles-mêmes mesurer, en fait, leur capacité et à pouvoir s'écouter et puis quand il faut accélérer et ralentir, ralentir. Bon, après, je sais pas si tu bosses à la bourse, si tu peux ralentir. Tu peux décider de couper une fois que tu rentres à la maison. Tu peux faire des sortes de pauses récupératrices. Tu peux éduquer ton mental à, au contraire, être hyper boosté sur le moment où il le faut et ensuite filtrer et mieux se reposer aussi sur les périodes plus calmes. En fait, ça t'aide vraiment, c'est ta boîte à vitesse. Parce que effectivement, dans les univers de banque d'investissement, y a la réalité du marché qui fait que voilà, faut se lever très tôt et puis faut être très concentré toute la journée. Mais l'autre réalité, c'est qu'en fait, on reste des humains au-delà des machines, même si les programmes informatiques se sont beaucoup développés. Donc en fait, moi c'est ça, c'est en gros, je t'aide à paramétrer ta propre boîte à vitesse. Mais mon objectif, c'est que les personnes que j'accompagne réussissent leur marathon, pas leur sprint. C'est une belle image. Donc je pense que tout le monde a compris ce qu'était la sophrologie. Si tu devais revenir un petit peu sur ton parcours, à ce jour, de quoi es-tu le plus satisfaite ? Le plus satisfaite, je pense que aujourd'hui j'ai 30 ans. J'ai l'impression d'avoir une carrière de quelqu'un qui en a 60, tellement j'ai appris tous les jours. Je ne me suis pas laissée endormir sur un poste que je n'aimais pas. Et donc même si parfois il fallait prendre des décisions qui sont quand même assez structurantes et qui font peur, de démissionner, de partir, de quitter, d'arriver sur de nouveaux postes, je l'ai fait. Ce qui est super, d'arriver à sentir le moment où on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il faut rebondir sur autre chose pour pouvoir progresser. Exactement. Et ce que tu dis est tellement intéressant. Là, je pense que tu parles d'intuition. C'est quand tu sens que le cycle, et après on peut élargir, mais il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi à la théorie des cycles dans le monde de l'entreprise
Et quand tu es assez sensible à cela, que tu sens que les organisations sont en train de bouger et que tu sens que même intérieurement c'est le bon moment pour partir, en fait, à ce moment-là, je suis partie et je crois que ma hantise, c'était de me dire, je ne peux pas rester 10 ans sur un poste à me dire, est-ce que je vais pouvoir partir demain? Et me poser cette question-là tous les jours. C'était juste insupportable pour moi. Donc, quand je commence à me poser la question de est-ce que c'est pas le bon moment pour partir, renouveler, aller vers d'autres horizons, effectivement, je l'ai fait. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait écho? Carrément. Parce que qui définit l'impossible, en fait? Si il y a 10 ans, tu m'avais dit que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que je t'aurais ri au nez. Il était pour moi inconcevable de pouvoir le faire. Impossible. Et je me souviens de grandes discussions avec pas mal de personnes où je disais, mais non, en fait, moi j'ai envie d'avoir la sécurité, j'ai envie de faire carrière dans une boîte, j'ai travaillé dur pour avoir un certain statut social et du prestige. Je vais pas du jour au lendemain me lancer comme un être lambda et puis me risquer à... Et en réalité, voilà, 10 ans plus tard, comme quoi, jamais dire jamais. Si tu devais définir le mot mental, quelle serait ta définition à toi? Est très positionné au niveau du cerveau déjà. C'est un peu ce qui nous guide. Mais ce que j'ajouterais, et ça c'est ce qui fait un peu mon empreinte à moi, c'est qu'on dit qu'on a aussi 3 cerveaux avec aussi l'estomac et le cœur qui viennent s'ajouter au mental, au cerveau. Et donc je dirais que c'est avoir un mental, c'est certes avoir un cerveau développé ou en tout cas dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs, mais aussi l'envie qui est dans les tripes et le cœur qui est dans l'amour de ce qu'on fait. Et les 3, ça fait le mental. Bon, il y a une bonne tablette de chocolat dans l'estomac. Tu m'as cassé dans mon délire. J'étais partie, je regardais le ciel par la fenêtre et j'étais partie loin dans mon image, mais là, ok, tu m'as fait retomber avec la tablette de chocolat. Bon, tu viens du système bancaire. Pour toi, dans la finance, c'est quoi avoir un bon mental? Ah, très intéressant. Alors, je vais te répondre plusieurs choses. Avoir un bon mental, c'est pouvoir résister au stress. Résister au stress parce qu'en fait, nous sommes dans des environnements où souvent les objectifs sont élevés et en plus, les coûts sont très restreints. Donc, il faut faire plus avec moins. Et quand on fait plus avec moins, ça veut dire qu'il faut aller chercher encore plus de capacités avec moins de ressources. Deuxième chose, il faut pouvoir être bon socialement parlant pour pouvoir monter les échelons. La finance, c'est quand même aussi un monde d'entreprise. Et donc, pour pouvoir gravir les échelons, il faut pouvoir être bon et en plus, être bon dans ses relations. Et troisième chose, il faut pouvoir courir un marathon parce que les histoires de personnes ayant réussi à la sortie d'école se font de plus en plus rares. Le milieu est devenu très concurrentiel et très contraint. On n'est plus sur un schéma des années 2000 où tout allait bien. Il y a eu quand même une grande crise qui est passée par là. Et donc pour cela, il faut être prêt à surmonter les creux de vague et à pouvoir profiter des élans de croissance ou alors profiter des creux de vague et pouvoir surfer sur les élans de croissance. Mais en tout cas, pouvoir perdurer dans la durée. Parce que la finance sur le court terme... Bon, tout ce que tu viens de me dire, ça me fait globalement penser à la méthode Six Sigma venue tout droit des États-Unis et qui te demande de faire un maximum avec un minimum. Et oui, optimiser les process.
La méthode commence à dater un tout petit peu, mais elle est mise en place aujourd'hui par beaucoup d'entreprises et beaucoup de cabinets de conseil se sont développés vraiment à l'appui de cette méthode. Mais optimisation de process. Mais bon, il vaut mieux être un citron bien vert pour pouvoir se faire presser le moins possible. C'est ça. Mais quand c'est bien mis en place, ça fonctionne bien. Parce que plus une entreprise grandit, plus elle a besoin de process. Au vu de tout ce que tu viens de me dire, et il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Au vu de ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as été amené à faire de la sophrologie pour venir t'aider dans cette période où tu étais dans le monde de la finance ? Alors pas directement. En fait, comment j'en suis arrivée à la sophrologie, c'est que en parallèle de mes activités, je faisais beaucoup d'activités comme loisir. Donc c'est d'abord le yoga, le théâtre, et en fait, je me suis rendu compte du pouvoir de la respiration et de la gestion des émotions pendant ces activités parallèles. Et en réalité, j'ai fait une session de sophrologie en groupe et je me suis dit mais c'est incroyable, non seulement j'arrive à obtenir les mêmes bienfaits physiques qu'après une séance de yoga, et en plus j'adore tout le travail qu'il fait sur le mental. Et après j'ai commencé à creuser et c'est là où j'ai été prise au jeu. Je me suis formée à l'IFS, donc à Paris, et c'est venu comme ça. Mais dans la réalité, je pense que si je peux me permettre de donner une recommandation aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir toujours garder un loisir, une soupape. Et ce loisir-là vient nourrir ensuite la créativité et amène plein d'idées. Donc c'est comme ça plutôt que je suis arrivée aujourd'hui dans l'activité que je pratique. Donc ton loisir, le théâtre, et ensuite l'activité, le yoga et la sophrologie, c'est ça ? C'est ça. En fait, le point commun, le point qui m'a le plus intéressé, c'est plus le côté comprendre et pragmatique de je gère mon stress, je prends confiance en moi pour prendre la parole à l'oral, j'apprends à m'exprimer devant les gens, et donc en creusant en ce sens, j'en suis arrivée à la sophrologie. Mais justement, tu parles de confiance. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi, ou et du coup, si c'est le cas, comment tu l'as bâti cette confiance, et si c'est pas le cas, si t'as pas toujours eu confiance en toi, comment tu l'as construite au fur et à mesure des années ? Merci pour cette question, et je pense que c'est aussi En fait, on a l'impression que la confiance est acquis ou innée, alors qu'en fait, la confiance est une compétence. Et comme toute compétence, si tu la travailles, elle se nourrit, elle grandit. Et si tu l'oublies, si tu la mets de côté, au contraire, elle s'efface. Et donc non, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. C'est une compétence qui s'est développée. Par exemple, s'est développée au moment où j'ai dû passer les concours pour entrer en grande école. Elle s'est développée où j'ai dû passer les concours pour l'inspection. Elle s'est développée où j'ai dû passer des entretiens. Et puis après, il y a des creux. Sur des moments où on a moins confiance. Donc miroiter une confiance en soi absolue n'est pour moi pas très réaliste, et la voie se situe plus de cet ordre-là. Donc pour les personnes qui peut-être vont se poser la question de comment je fais, et aussi répondre à ta question de comment j'ai fait pour reprendre confiance, en fait ça se travaille. Donc déjà dédramatiser la chose, je pense que c'est la première étape. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment avoir et continuer à démocratiser cette approche décomplexée, se dire que tout le monde peut y arriver en réalité. Donc, dédramatiser la question de la confiance, décomposer, et puis ensuite commencer pas à pas. Quand on veut atteindre un objectif, il faut pouvoir avoir quelques réussites qui vont venir augmenter cette confiance. Et le reste, c'est ce travail, c'est du comment. Donc, on fait la paix avec ses échecs et son passé et ses doutes. On apprend à naviguer et ensuite on persévère malgré les doutes et l'incertitude. Et la confiance se développe. Bon, génial. Bon, aujourd'hui, t'as confiance ? Aujourd'hui, j'ai confiance en ma capacité à naviguer
Et en fait, c'est en cela, je pense que c'est vraiment ce déclic-là qui m'a poussée à démissionner et à me dire, quoi qu'il arrivera, de toute manière, tu pourras réajuster. Donc aujourd'hui, je fais confiance à l'avenir, je fais confiance à ma capacité à m'ajuster et à continuer à me développer. Et voilà, je suis pleine d'optimisme pour l'année prochaine et les suivantes. Et en tout cas, j'aime ce que je fais. Et ça me permet d'être beaucoup plus dans la résilience. Quand j'ai envie d'accélérer, j'accélère. Quand j'ai envie de ralentir, je ralentis. Toujours cette image de la boîte à vitesse que je m'applique à moi-même et que je transmets. Tu parles d'optimisme. Est-ce que, selon toi, c'est primordial pour le mental d'être optimiste? Un optimisme réaliste, oui. Est-ce que je viens de faire une réponse de Normande? En fait, je pense qu'il faut être optimiste, oui. Maintenant, c'est ce qu'on travaille aussi dans les visualisations, c'est-à-dire qu'on imagine sa réussite. Le contre-coup, c'est de pouvoir aussi dédramatiser l'échec. Donc, quand on visualise la réussite, en général, je le fais en fin d'accompagnement. Mais je commence tout d'abord par dédramatiser l'échec. Parce que c'est comme quand tu veux planter un jardin, tu commences par travailler la terre, et puis ensuite tu sais que tes graines vont pousser. Là, c'est pareil. Bon, et est-ce que tu le fais véritablement, planter des graines dans le jardin ou pas? Non. Excuse-moi. Pour habiter Paris, j'ai pas de jardin. Bah écoute, je vais commencer par des pots de basilic et de menthe, ce sera peut-être plus simple. Ouais, bon, avec la pollution, je sais pas s'ils vont être très très bons. Ah bah écoute, au moins ils serviront de petits pots de verdure pour la décoration d'intérieur, parce que j'ai dit que j'aimais bien le vert, alors... Bon, on rebondit tout de suite. Le droit à l'échec, est-ce que tu te l'autorises? Oui, complètement. Et je pense que ça a été ma première... ça a été mon premier pacte envers moi-même, de me dire, et si jamais j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la réponse a été, déjà, qu'est-ce qu'un échec? En réalité, si ce n'est une expérience. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Est-ce que tu as une expérience qui n'a pas été satisfaisante pour toi, donc où t'es pas allé au bout de cette réalisation, qui finalement t'a ouvert d'autres portes? Oui. Ma première désillusion, ça a été sur mon premier poste. J'étais sur un poste très très exigeant où je pouvais progresser tous les ans. Et en plus, je voyageais beaucoup à l'international et j'avais des avantages vraiment inconsidérables en termes d'accès à un certain niveau de vie. Et en fait, je pensais que j'allais pouvoir tenir 5 ans avec un rythme effréné. Et au bout de 2 ans et demi, en fait, je me retrouvais dans un schéma où le boulot représentait 95% de mon temps et 150% de mon mental et de ma capacité énergétique. Et en fait, je me suis dit que c'était pas possible et la décision de quitter a été vraiment prise. Vraiment, je l'ai senti au niveau de mes tripes. Je me suis dit, mais je ne vais pas passer ma vie, je ne vais pas sacrifier mes 25 à 30 ans alors que je suis en pleine forme et j'ai envie de réaliser plein de choses à faire des slides au bureau. Et donc, je l'avais vraiment vécu comme un échec au départ, de pouvoir me dire, j'arrête au bout de 3 ans. C'est difficile parce que on voit toujours ses collègues continuer à évoluer et puis moi, je suis partie vers une autre aventure. Mais il a fallu vraiment que je fasse... il a fallu que je fasse le deuil de l'image de carriériste que j'avais à la sortie d'école. Et je pense que ça a été un gros coup dur pour moi, mais comme le coup dur en fait a été entre guillemets aussi choisi,
En fait, ça a duré, disons, 6 mois à 1 an pour vraiment me remettre d'aplomb et me dire, mais en fait, je peux réussir autrement. Parce que ma définition de la réussite jusque-là, c'était juste une belle carrière. Et quelques années après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on appelle une belle carrière? Et en fait, ça a été ça, le rebondissement. Et je me suis dit, mais en fait, je peux avoir quand même une belle carrière sans me tuer à la tâche. Et donc, j'ai revu mes priorités. Et mes priorités, donc, ça a été de libérer plus d'espace pour mes loisirs et ensuite, la suite dont on a parlé. Donc cette transition que je vis aujourd'hui, elle a quand même été faite sur une petite douleur qu'il y a eu sur 2018. Alors justement, cette transition, elle peut être, comment dire, vue par d'autres comme un choix étrange. Et du coup, est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te parle? Aujourd'hui, si demain je postule dans une entreprise qui me dit mais je comprends pas, un coup tu travailles dans une grosse boîte, un coup dans une start-up, un coup dans une grande boîte, je ne rejoindrai pas cette entreprise. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'expérience que j'ai acquise est juste incommensurable. Tu ne peux pas aujourd'hui me dire que c'est une sorte de comment dire, je sais plus quel adjectif tu as employé exactement, mais j'ai pas fait n'importe quoi en fait. Et à chaque fois que j'ai pris une décision, j'ai prise en pleine conscience. Et donc aujourd'hui, je trouve que mon parcours est certes différent de celui d'un parcours d'une personne de 30 ans qui a été sur un poste pendant 10 ans d'affilée, mais il est tellement riche qu'en fait, j'en suis très fière. Ah mais t'as raison hein, d'en être fier. C'est après, on trouvera toujours sur notre chemin des gens qui croient pas forcément dans nos choix, dans nos projets, et pour autant, ça reste en tout cas notre ambition et nos projets. Donc finalement, j'ai envie de dire que la seule personne qu'il faut convaincre de réussir, c'est soi-même. Ben oui. Les gens ne sont pas dans ma tête et ne vivent pas ma vie. Donc à partir de là, j'écoute, mais ça tombe. Disons, j'écoute, j'en tire ce que je peux en tirer comme apprentissage, parce que je peux avoir aussi des personnes qui vont me faire des réflexions très pertinentes, qui vont même m'aider à grandir et à m'éviter peut-être certaines erreurs. Mais au-delà de ça, la première personne, comme tu le dis très 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 justement à convaincre, c'est soi-même. Alors, on va aborder la partie un petit peu que j'aime bien, la partie motivation. Est-ce que tu as des astuces pour te motiver au quotidien? Une bonne musique, un bel objectif atteignable à la fin de la journée. Vraiment, on peut se dire avant de se coucher, yes, je l'ai fait. Et puis, toujours garder en tête sa vision, là où on veut aller, son pourquoi. Donc la fameuse vision où tu dois réussir, c'est ça? Tu dois, non, j'aime pas. En fait, le verbe devoir, ça met une tension. La fameuse vision où tu réussis, point. Et est-ce que tu penses qu'il faut un plan pour réussir? Oui. Encore une fois, je fais partie de ceux qui sont assez cartésiens et méthodiques. Donc, je pense que pour réussir, effectivement, il faut un plan. Pas un plan qui soit source de stress et très rigide, mais un plan d'action qui nous permette, sur des moments où on se pose des questions, en fait, de reconnecter avec notre trajectoire, où est-ce qu'on a envie d'aller, nos objectifs, les différentes étapes. Et je trouve que c'est très, 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 très important. Et pour reprendre un terme d'entreprise, c'est une sorte de guideline. Et dans guideline, il y a guide, donc ça permet de guider. Et la ligne, c'est la ligne qu'on décide de suivre, qu'on peut ensuite réajuster. C'est pas le sujet, mais avoir un plan permet vraiment d'optimiser ses chances de pouvoir garder le cap.
Ouais, parce que du coup, après pas mal d'interviews avec différents invités, souvent la question du plan pour réussir, finalement, il y a deux écoles, quoi. Il y a le plan vraiment qu'on va suivre stricto sensus et le plan qu'on va se donner, mais avec on va dire des remédiations sur le trajet, quoi, pour toujours arriver à l'objectif, mais avec voilà, on n'est jamais à l'abri de contretemps, de choses qui vont être plus compliquées à mettre en œuvre, et finalement, oui, il y a un plan, mais il y a souvent des remédiations dans le plan, quoi. Bien sûr. C'est comme un business plan, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir l'atteindre, voire le dépasser. Maintenant, la réalité fait que les mesures seront faites au fur et à mesure pour pouvoir réajuster, et en fait, un bon business plan est actualisé régulièrement. Donc, ce n'est pas une trajectoire figée dans le marbre, mais effectivement, comme tu viens d'expliquer, je suis assez d'accord avec cette approche de la deuxième école qui dit c'est une trajectoire. Et comme toute trajectoire, il y a plusieurs vitesses et il y a plusieurs sentiers pour pouvoir atteindre ses objectifs. Tu nous as expliqué que tu avais eu du coup un poste où tu avais une surcharge mentale assez importante, avec beaucoup de trajets, peu de temps disponible pour les loisirs. Donc certainement qui était génératrice de pression et de stress. Oui. Comment tu as fait pour gérer cette pression ? Alors, il y a eu plusieurs phases, c'est-à-dire que en fait, j'ai eu une première phase où, au contraire, j'étais tellement ravie d'être sous pression, parce que pour moi, c'était symbole de réussite. Et puis, on est dans quand même dans une logique où il faut mériter la réussite, il faut se donner à fond pour pouvoir vraiment mériter et puis gagner sa vie convenablement, etc. Donc j'étais dans cette logique-là. Et donc j'ai passé une première année où peu importe le stress, de toute façon, c'était signe que j'étais en train d'y arriver. Et puis ensuite une deuxième année où en fait je me rends compte que je suis en train de passer à côté de ma vie, que moi je n'ai pas envie de passer mes soirées à écrire des rapports qui vont finir dans des boîtes d'archives, et la question du sens qui est venue derrière. Et quand on est une jeune fille qui a toujours eu un loisir à côté, et même très 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 jeune, quand j'étais petite, je faisais de la musique, je faisais de la danse, donc j'ai un côté très créatif. Et que poser des slides de façon très carrée et tout en noir et blanc et tuer en fait mon côté créatif, ça a été pour moi très difficile. Donc disons que sur la deuxième année, au stress s'est ajouté une sorte de ce qu'on appelle une sorte de perte de sens en plus. Heureusement, je ne suis pas tombée dans un arrêt maladie en mode burn-out, mais je pense que c'est aussi parce que mes loisirs m'ont sauvée. Si j'étais pas reconnectée à ce que j'aimais faire, à mon avis, je pense que j'aurais vraiment pu à ce moment-là céder au stress. Et c'est pour ça que je l'ai dit plusieurs fois sur aujourd'hui notre podcast, mais c'est le message que j'essaie de porter. Avoir sa soupape de respiration qui reconnecte vraiment à la notion de plaisir quand on fait des métiers exigeants est primordial pour installer un équilibre. Et donc, autant le stress était acceptable pour moi, et donc je mettais forcément en place des stratégies pour pouvoir résister à ce stress sur la première année, autant la deuxième année, j'étais réellement en défiance par rapport à ce stress et je le questionnais, en fait, je remettais en question. Et quand on travaille dans une grande entreprise et qu'on est assez critique au quotidien, ça peut être assez difficile à vivre. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais en tout cas, c'est un peu, voilà, je l'ai vécu en deux temps. Un stress positif, puis un stress négatif. Ok, non, tu réponds très très bien à ma question, et la question qui me vient, c'est du coup sur la première partie, donc la première année, du coup, tu as dû faire preuve finalement d'une grande force mentale, dans le sens où tu ne devais rien lâcher en fait, c'est-à-dire que mine de rien, t'as lâché tes loisirs, mais finalement,
le reste, t'as tenu bon pour pouvoir remplir tes objectifs. Ben c'est ça. Je vais te citer un exemple. J'étais capable de sortir du bureau à 19h, aller à un cours de sport ou de danse jusqu'à 20h30, 21h, se doucher et revenir travailler jusqu'à minuit, 1h du matin. Et pour moi, c'était OK. Ah ouais, quand même. Bah voilà, il fallait tenir le cap, mais du coup, en fait, on est à fond tout le temps, partout. Et du coup, ta santé psychique, elle en a pas pris un coup? Pris un coup, bah si, puisque du coup j'ai arrêté, j'ai décidé de partir et d'arrêter et de faire le deuil de la carrière que j'envisageais au départ. Maintenant, je suis pas folle. Et en fait, ma santé psychique, elle s'est renforcée à ce moment-là parce que j'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à poser mes envies. En fait, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur la notion de l'échec. Très souvent, c'est un cadeau qui nous est fait. Et un échec, c'est aussi un signe comme quoi, à un moment, il faut réajuster quelque chose. Donc, soit réajuster une compétence, réajuster une stratégie, réajuster un exercice. Et ça a été le cas. Non, c'est chouette en tout cas d'avoir eu cette prise de conscience et d'être en capacité de le faire. Après, je pense que pas tout le monde est en capacité de se rendre compte. À un moment donné, on est dans un train, un TGV qui file à 1000 à l'heure et parfois il y a des gens qui ont du mal à appuyer sur la sonnette pour que le train s'arrête, quoi. Donc c'est en ça que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est vraiment la question du burn-out en fait. J'ai eu une discussion à pas mal de reprises très très intéressante avec pas mal de personnes qui ont vécu des burn-out. Et ma question c'était est-ce que c'était prévisible? Et 9 fois sur 10 en fait la personne dit le problème c'est que j'ai été en arrêt maladie le jour où je suis allée voir un médecin. Et tu sais que dans ces cas-là c'est que c'est déjà un burn-out qui est en cours. Donc la question de aujourd'hui prévenir un burn-out que se posent énormément d'entreprises. Bon, moi, je fais partie de l'école de ceux qui se disent que c'est complètement prévisible parce qu'en fait, si tu sais t'écouter, si tu sais dire non, si tu sais à reconnaître des signes précurseurs d'une fatigue, derrière, oui, il est totalement possible de prévenir un burn-out. Mais c'est exactement ce questionnement-là. En fait. Ouais, autant faut-il pouvoir aussi être à l'écoute de ses sensations, de son corps, de plein de choses, quoi. Et ouais. Mais là, tu es en train de me faire de la pub. C'est exactement pour ça que au début du podcast, j'insistais sur l'importance de l'écoute de soi. Nous ne sommes pas des machines, hein, on est des humains avant tout. Bah oui, et même si on veut croire, et dans le cadre de la préparation mentale, que nous sommes des machines de guerre, n'est-ce pas? Non. Enfin, on peut être de machines de guerre et pousser le mental et vraiment avoir un mental renforcé, mais encore sur l'idée de la boîte à vitesse, une voiture qui roule tout le temps en 5e, non, elle s'écrase en fait. Par contre, une voiture qui sait ralentir et qui sait redémarrer en puissance, c'est la voiture qui arrivera à bon port entière. Oui, après, je rebondis sur ce que tu dis. La préparation mentale, elle vient en effet renforcer, ça peut venir renforcer la confiance en soi, travailler sur ses objectifs, mais en aucun cas elle oublie le bien-être, quoi. Je veux dire, sans bien-être, aucune performance n'est possible, hein. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus le développement personnel est aujourd'hui critiqué, c'est qu'il pousse certaines théories au maximum. Moi, quand je vois les miracle morning et les morning routines où il faut se lever à 4h du matin, faire un footing, faire du journaling, de la méditation, prendre un bon petit-déj, etc., pour arriver frais à 7h et ensuite travailler 10 heures d'affilée, je me pose des questions. Il y en a qui le font. Et je suis très en admiration. Je suis en admiration devant les personnes qui réussissent à faire ça.
Et j'aimerais voir les effets sur le long terme. Écoute, on prend En fait, note, à partir du moment où c'est un rythme qui est OK pour la personne et que la personne n'est pas dans une sorte de concession constante, très bien. Très bien. La rage et l'envie de vaincre nourrit aussi beaucoup de personnes. Aussi, mais après, bon, quand la rage disparaît, souvent, tout n'a plus de sens. Et ouais, mais chacun son rythme, et encore une fois, d'où l'importance d'écouter son propre rythme. Alors Sarah, on arrive sur la fin de l'épisode, et j'ai envie de te laisser le mot de la fin pour t'exprimer, même si tu t'es déjà bien exprimé, pour conclure cet épisode. Donc qu'est-ce que tu auras envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent pour clôturer cet épisode? J'ai envie d'amener une réflexion autour d'une thématique qui m'est chère, qui est la respiration. Et il y a une phrase que j'adore. Bon, elle m'est venue il y a une petite semaine, et du coup je me la répète tous les jours. En fait, notre voix intérieure est notre musique, et notre souffle est notre DJ. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit mais c'est extraordinaire, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on parle de rythme, parle de voix intérieure, parle de l'écoute de soi. Donc il y a beaucoup de vocabulaire autour de la musique dans tout ça. Et je trouve que le souffle est aujourd'hui un indicateur très intéressant pour savoir en réalité se rythmer. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à se reconnecter à leur souffle et à explorer cette voie de la respiration qui est juste magnifique. Et je propose de conclure du coup ce podcast sur plutôt une ouverture qu'une fermeture, en disant dans chacun de nous, en fait, on a un cœur qui bat, on a des poumons, et on a le tout qui est très connecté. Et la voie de la cohérence, c'est pour ça que j'adore aussi, je suis une fan de cohérence cardiaque. C'est pour moi la voie de l'épanouissement, pour trouver la voie la plus juste pour soi. Donc si j'ai une petite ouverture à faire, une conclusion en même temps, ce serait celle-ci. Super. Sarah, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cet épisode. Et je te souhaite du coup une bonne transition. Merci Sébastien, merci à toi encore de m'avoir invité dans ton podcast, et puis vive le mental. Toujours un sujet passionnant. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et n'hésitez pas du coup à aller suivre Sarah sur ses différents réseaux sociaux, et puis vous verrez, elle poste souvent des choses qui sont assez, je dirais pas assez, mais très intéressantes, et qui amènent à la réflexion. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. C'était Sarah Saidi, sophrologue et consultante en entreprise, pour le podcast Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode et notre invité vous auront inspiré, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de diffusion. Pensez à vous abonner au podcast pour être informé des prochaines interviews. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec un super invité.